Appointé par une célèbre fondation universitaire européenne, j'étais arrivé en Afrique centrale en 195+, pour recueillir des témoignages concrets de chants et de danses chez certains peuples primitifs africains. À ce titre, j'avais mes petites entrées auprès des autorités coloniales les plus influentes de L. Celles-ci m'avaient tout naturellement recommandé à leur tour auprès de hauts fonctionnaires de province, susceptibles de faciliter ma mission. Grâce à cette introduction, le gouverneur de l'E m'accorda un appui total qui me permit de me trouver à pied d'œuvre avec mon équipe en moins d'une semaine. Dès le lever du jour, nous étions partis en camion de L+, chef-lieu de district où l'avion régulier nous avait déposé l'avant-veille, avec 1,5 tonnes de matériel. Notre guide, un agent territorial connaissant la région comme sa poche, avait été mis à notre disposition pour toute la durée de notre mission dans cette province. Nous pensions pouvoir obtenir suffisamment de renseignements en 3 semaines que pour pouvoir nous transporter dans une autre région le mois suivant. Certaines circonstances particulières nous ont malheureusement contraints de prolonger ce séjour au-delà des limites arrêtées au préalable. La route, serpentant du haut d'une levée de terre la région marécageuse qu'il nous fallait traverser, présentait un aspect épouvantable, vu l'exceptionnelle abondance des pluies qui s'étaient abattues depuis une semaine. À 4 ou 5 reprises, nous avions failli nous embourber et il avait fallu toute la virtuosité de notre chauffeur, un grand noir taciturne jouant du volant avec désinvolture, pour nous sortir de ce mauvais pas. Après 3 heures de secousses, de roulis de tangage, les reins moulus et les nerfs en pelote, nous aurions volontiers mis pied à terre pour nous dégourdir. Nous nous heurtâmes au refus catégorique de M. Derock, notre guide, qui tenait absolument à sortir du marais au plus tôt. À ce moment, ignorants encore des raisons antipathiques. Ce n'est que vers midi que nous vîmes la fin de cette plaine herbeuse, piquée de rares bouquets d'arbres. Nous l'avions coupée en billets sur une longueur de plus de 80 km. En entrant dans la forêt, la route en terre prit une consistance plus ferme et Derock sembla se détendre. Comme nous l'interrogions sur cette étrange précipitation qui l'avait poussé depuis notre départ, il nous montra le ciel qui se couvrait rapidement à l'est et expliqua « Je ne tiens pas à être surpris par la tornade au milieu des marais. Ici, nous sommes en sécurité. » Effectivement, 1 demi-heure ne s'était pas écoulée que le vent se leva avec violence et de larges gouttes de pluie tiède commencèrent à s'écraser en claquant sur les feuilles des arbres. Nous arrivions à proximité d'un village niché dans une clairière taillée en bordure de la piste. « Nous nous arrêterons ici, dit Derock. Nous serons au sec jusqu'à demain. » Comme le camion stoppait devant une vaste hutte recouverte d'un large toit en roseaux séchés, plusieurs personnes sortirent précipitamment pour nous accueillir. Il s'agissait du chef de village et son état-major de notables dans leurs costumes pittoresques en raffia tressé. Ils arboraient tous les insignes de leur dignité, un bâton de commandement, colliers en dents de léopard, amulettes, comme s'ils avaient été mystérieusement avisés de notre arrivée. Impressionnés par leur accoutrement, nous accordâmes peu d'attention aux paroles de bienvenue qu'ils semblaient nous adresser dans leur dialecte. M. Derock se chargea des présentations, utilisant le même langage avec une volubilité égale à la leur. On nous fit asseoir sur des sièges en bois poli, assez peu confortables d'ailleurs, mais sur lesquels nos hôtes et Derock semblaient parfaitement à leur aise. Et pendant que la tempête se déchaînait au dehors avec impétuosité, ce fut un défilé de plats débordant de mets fortement épicés et de calebasses au contenu inquiétant, mais auxquels nous fûmes tenus de faire honneur afin de ne pas désobliger ces gens. Il faut croire que ces viandes et ces vins contenaient autre chose que de la muscade ou du poivre vert, car, sortis de table, après que des jeunes femmes, sommairement vêtues, nous eussent présenté des récipients contenant de l'eau fraîche pour nous rincer les doigts, nous ressentîmes un curieux remue-ménage dans la tête, dans les entrailles et dans les jambes. On nous conduisit en hâte, entre 2 rafales, vers de petites paillotes individuelles, aux murs en pisé,
où nous pourrions faire la sieste et attendre commodément la fin du déluge. Il faisait très frais dans ma petite hutte. Une sorte de lit de camp recouvert d'une couverture rouge était prête à m'accueillir. L'ennui, c'est qu'une jeune personne s'y trouvait déjà assise. Comme je faisais mine de me retirer, pensant m'être trompé de chambre, elle me fit signe de revenir. « Toi, pas partir !» Maria, envoyée par notre chef pour te plaire. Cette déclaration sans ambiguïté, proférée avec une désarmante simplicité par cette fille, au charme tellement évidente, me figea au seuil de la case, le dos à la pluie. Si je tournais les talons, c'était pour me replonger dans des trompes d'eau glacée, tandis que si je restais, qu'auriez-vous fait à ma place? L'effet des boissons ou du piment ajoutant alors à mon trouble. Je choisis la hutte et sa ravissante hôtesse. Je fis une excellente sieste, quoique je n'y trouvasse pas le repos total que j'avais escompté. Ce fut néanmoins une détente très agréable. Quelques heures plus tard, la pluie ayant cessé, on vint me chercher pour retourner à la case du chef. J'y retrouvai mes compagnons qui me lancèrent des regards insistants, bourrés d'ironie. Rassemblés autour d'une lampe à pression, ils se disposaient à attaquer de nouveaux plats qu'on avait apportés à notre intention. Viandes diverses, poissons et fruits. Les indigènes s'étaient débrouillés pour nous procurer de la bière. Elle était tiède, mais nous y fîmes néanmoins honneur. Peu à peu, les langues se déliant, l'agent territorial nous demanda avec une indifférence admirable si nous avions bien récupéré après les fatigues de la journée. Nous nous regardâmes mutuellement avec un certain embarras. Puis un rire timide nous secoua, sans trop savoir pourquoi. Desroques, sans rien perdre de son flegme, nous demanda avec le plus grand sérieux ce que nous pensions du sens de l'hospitalité chez les Bantous. Et comme nous ouvrions de grands yeux, ne sachant s'il plaisantait ou non, il nous devança en affirmant « L'hospitalité Bantou, c'est cela !» La soirée se poursuivit très décontractée, avec des rires et des sous-entendus pas toujours très spirituels. Dans ma paillote, lorsque je me retirais à une heure tardive, la fille était fidèle à son poste, l'œil clair et la gorge ronronnante. Je n'oserais, sans faire un affreux discours, parler de nuit blanche. Admettons qu'elle fût très agitée. Je constatai le lendemain matin que mes compagnons, s'ils faisaient bonne figure, n'en avaient pas moins le geste las et les cheveux ébouriffés. Quand il fut question de reprendre la route, un regain de vitalité nous permit d'extérioriser nos regrets et notre reconnaissance en serrant vigoureusement les mains de nos hôtes. Voyage sans histoire sur une piste très roulante qui nous donna l'occasion de somnoler. Il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose à voir, le paysage n'allant pas plus loin que le mur de verdure impénétrable qui défilait de chaque côté du véhicule. Vers 4 heures de l'après-midi, nous arrivâmes à l'étape prévue, un village beaucoup plus important que le précédent, dans lequel nous avions prévu de procéder à des prises de vue et des enregistrements. La tribu étant renommée pour la qualité de ses danses. Nous devions également nous apercevoir que les villageois pouvaient se prévaloir d'un sens de l'hospitalité tout à fait exceptionnel. J'ai presque honte d'avouer que le repas se poursuivit en beuverie et que, beaucoup plus tard, dans des paillotes qui ne différaient pas sensiblement de celles que nous avions quittées le matin, nous eûmes à répondre à d'épuisantes sollicitations. Mais comme elles étaient présentées si gentiment par des filles tellement sensationnelles, nous aurions été fous de refuser. Est-il encore nécessaire de dépeindre notre manque d'enthousiasme pour nous mettre au travail le lendemain? Toutes les tâches d'audition, de sélection, de cadrage s'accomplirent dans une sorte de rêve éveillé dont nous ne sortions que pour reconnaître une silhouette familière, un visage connu parmi les danseuses qui se trémoussaient au rythme du tam-tam. Une nouvelle alarmante retint un instant notre attention. Au cours de la dernière tornade, la route et la digue que nous avions empruntées avaient été balayées sur plusieurs centaines de mètres. Sur le moment même, nous ne réalisâmes pas nettement ce que cet incident allait avoir comme conséquence pour nous. Prolonger de plusieurs semaines notre séjour dans la région. Le soir, nous eûmes à nous plier une nouvelle fois aux lois de l'hospitalité. Comment résister à de si délicates attentions? L'altération des traits de mes compagnons, après plusieurs jours d'insomnie, délicatement entretenus,
me rendit conscient de mon propre état. Nous décidâmes bien vite, de commun accord, d'abréger nos travaux et de reprendre la route. Hélas, il fallait toujours s'arrêter quelque part pour se ravitailler et passer la nuit, en payant de notre personne, ce qui avait constitué pour nous la première fois un agréable passe-temps se transforma en affreux cauchemar. Chaque fois que nous demandions à Desroques, lequel, par parenthèse, devait avoir un sacré tempérament ou une redoutable expérience pour se montrer si dispos au lever du soleil. S'il n'était pas possible d'éviter ces épuisantes obligations, il nous fournissait des réponses décourageantes du type « Ce serait une injure grave que de vous y soustraire. Ce sont les propres filles du chef. Il est tout à fait impossible de refuser. Il vous prendrait pour des lavettes. Votre prestige en souffrirait énormément, et le mien par ricochet. » Ce fut un long calvaire qui nous fut donc imposé pendant des semaines et des semaines, en attendant la réparation de la digue qui nous coupait du monde. De temps en temps, nous parvenions à trouver l'occasion de nous y isoler dans un coin du camion, sous un buisson, voire au pied d'un arbre, et y grignoter quelques instants de sommeil sur nos heures de travail. Mais ces astuces ne nous procuraient qu'un trop bref répit, avec le mirage de ce que pouvait représenter une nuit paisible dans un lit à une personne. Lorsque notre martyre prit fin, nous n'étions plus que les ombres de nous-mêmes. Ce jour-là, quand nous apprîmes que la voie était libre et qu'une nouvelle route enjambait le marais, nous poussâmes Desroques sans aucun ménagement dans le camion avant de commander au chauffeur de tirer de son engin tout ce qu'il avait dans le ventre. 3 jours plus tard, ayant quelque peu récupéré, nous étions chez le gouverneur qui s'informait aimablement de l'état d'avancement de nos travaux. Je lui répondis qu'ils étaient en moins bonne voie que nous ne l'eussions espéré. Suite, dans une conversation à bâton rompu, ce haut fonctionnaire en vint à évoquer le sens de l'hospitalité bantousse, et il nous demanda ce que nous en pensions. J'étais sur le point de me lancer dans des explications enthousiastes, quoique évasives, lorsque je crus voir briller dans le fond des prunelles de ce quinquagénaire affable une lueur malicieuse. Alors, ma réponse fusa comme un boulet de canon. Cette hospitalité est absolument exceptionnelle, mais à mon sens, un peu trop envahissant. Nous craignons d'en avoir par trop abusé. De toute manière, nous ne sommes pas près de l'oublier. Soyez-en assurés.